Bienvenue donc, sur le site Métajos. Je me présente Pierre Artilier, je suis président de la SAS avec des collègues. Je propose de faire la visite en 2 temps. Moi je vais vous expliquer un peu le côté un petit peu de la structure et après la deuxième partie sera plus technique, donc avec les collègues. On fera la visite. Alors bon, on va faire plusieurs groupes parce que c'est un peu on est trop nombreux, mais on va y arriver. On est arrivé d'autres fois, on va y arriver, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Nous, la SAS Métajos, elle est constituée de 10 associés. Alors c'est 8 exploitations agricoles, situées de Préchac-Josbé à Oloron. Donc le premier objectif, nous, c'était de créer une structure donc, de la méthanisation pour soulager un petit peu les éleveurs, pour gérer les effluents d'élevage, qui sont les fumiers, les lisiers, et de les soulager sur le côté, enfin, surtout sur la logistique, c'est-à-dire que c'est la méthanisation qui va chercher, la SAS qui va chercher l'effluent à la ferme et qui s'occupe de l'épandage gratuitement. Voilà. Et très vite, bon après c'est des études qui on a mis très longtemps à aboutir, on y est depuis 2011, et très vite on s'est rendu compte que vu le montant de l'investissement de l'unité, seuls les effluents ne suffisent pas. Donc on s'est orienté vers ce qu'on appelle nous les cives. Alors c'est une culture intermédiaire à vocation énergétique. Et voilà. Mais nous on s'est arrêté on a décidé de traiter que des sous-produits agricoles, d'origine agricole. Tout ce qui est végétal et voilà, mais tout ce qui est issu agricole. On ne va pas chercher on ne va pas solliciter de l'agroalimentaire ni des collectivités, c'est trop compliqué. Et puis on veut faire simple pour avoir aussi derrière la qualité du digestat qu'on souhaite. Le digestat, c'est le résidu alors, de la méthanisation qu'on se sert comme intrant. Voilà. Alors, le premier but, c'est bien sûr les effluents. Alors les effluents, ils sont amenés gratuitement sur le site et ils sont épandus gratuitement aussi. Donc les éleveurs, ils n'ont pas ce travail à faire, mais aussi le côté réglementaire, tout ce qui est plan d'épandage, registre d'épandage, qui est assez lourd. Bon, ça, donc, voilà, les éleveurs, on est soulagés de ce côté. Les cives. Alors, les cives, bon, je vais m'attarder un petit peu dessus parce que important, parce qu'on est montré du doigt, notamment par les éleveurs. Quand on voit les silos, c'est sûr que mélanger voilà, dans les fosses comme ça, et on nous dit oui c'est un peu dommage, et il y a des sécheresses qu'on a connues, et les éleveurs en souffrance, et ils ne comprennent pas trop pourquoi nous on met ça. Alors les cives, c'est une culture intermédiaire. Ça veut dire qu'après une culture principale, qui est très souvent ici le maïs, on fait une autre culture. Alors c'est souvent du seigle associé avec un trèfle ou de la veste, n'importe quoi, des légumineuses, ou ça peut être triticale, parce que c'est voilà, les céréales qui fournissent de la matière méthanogène et un rendement. Mais c'est aussi le côté un petit peu écologique, c'est un couvert. Alors, le couvert, c'est là vous prenez une petite route toute petite qui longe la grande route. Ça fait piège à nitrate aussi, parce que ça consomme l'azote qui n'est pas consommé par la première culture. Donc voilà, ça empêche la formation de nitrate. Mais aussi, ça travaille le sol par le système racinaire. Et ce sol-là, il est très facile, il est beaucoup plus facile, il devient plus souple. Vous voyez pas le il est beaucoup plus facile à retravailler le printemps. Ce qui fait une économie derrière, le gain de temps, travailler le sol. Juste une petite précision, pour cette au niveau des cives, c'est pas quelque chose qui nous est inconnu. On est tous des exploitations avec des élevages, enfin presque tous, mais issus de l'élevage. Et l'élevage nous a appris aussi à déjà travailler des cultures intermédiaires. C'est-à-dire on a toujours fait un peu de régras entre de maïs, entre voilà, des cultures, mais que sur une partie de l'exploitation. Là, on avait encore le potentiel pour faire d'autres cives, d'autres cultures intermédiaires, et elles sont dédiées, cela, à la méthanisation. Contrairement à elles sont amenées à la méthanisation, mais on a toujours nos cultures intermédiaires pour le bétail, et on a toujours nos cultures pour le bétail et pour la vente comme autrefois. On n'a fait que rajouter du travail pour pouvoir faire ces cultures et pour pouvoir produire plus pour le méthaniseur. D'un côté, on a un travail en moins avec les épandages, mais d'un autre, on a un travail en plus pour produire plus de matière pour le méthaniseur. C'est un équilibre
qui nous va bien pour le moment et qu'on essaie de travailler au mieux. Alors du coup, voilà, nous, enfin, après on peut mettre, la loi, la règle nous autorise à mettre 10% de culture dédiée. Ça veut dire de faire du maïs pour incorporer. Nous on a fait le choix de ne pas mettre, d'éviter à mettre. Après, on a connu en 2022, il y avait des maïs qui valaient rien, qui n'avaient rien du tout, qui avaient encore un rendement. Donc bien sûr on les a ensilés pour sauver un petit peu. Voilà. Et toujours, à l'instant, les 8 exploitations, à l'instant autonomes par rapport à ce qu'on appelle le gisement, c'est l'ensemble des apports. On appelle ça le gisement, il faut rester autonome par rapport à l'ensemble du gisement. Voilà. Ça c'est le but. Derrière, les cives, par rapport à ce côté un petit peu écologique, par contre ça, on le vend à l'unité, à la SAS. Donc ça fait un complément de revenus. Et après derrière, ce qu'il faut se dire, et ça c'est l'élément le plus important, c'est tout faire en dessous qu'on bascule. Mais tout est pesé, les entrées, les sorties, tout est pesé. Et à chaque fois qu'on fait un apport, que ce soit matière, du fumier, des cives ou n'importe quoi, il y a un équivalent digesta. Ça veut dire on va amener 10 tonnes de fumier, on va récupérer 12 ou 15 tonnes de digesta. Toujours pareil, épandu gratuitement au champ. Voilà, ça c'est le grand intérêt pour nous, agriculteurs, voilà, par rapport à l'économie d'intrants chimiques. Je peux rajouter 2 choses? Merci. Au niveau des cives maïs, on fait des cultures intermédiaires en maïs aussi. On n'ensile pas du maïs dédié à la consommation, mais on ensile du maïs qu'on produit entre 2 blés, 2 orges de printemps. On fait du maïs qui nous permet d'ensiler et de faire un tas aussi. Parce que le maïs a un pouvoir méthanogène, c'est-à-dire produire du gaz qui nous intéresse aussi. Et en plus, ça nous permet d'avoir 2 périodes de récolte et de pouvoir avoir un stock qui se renouvelle 2 fois par an. Ça c'est une chose, et la deuxième chose c'était, j'ai oublié. Donc tu peux continuer. Oui, donc quand vous dites cive, culture intermédiaire, voilà. je pense qu'il faut le définir. Vocation généalogique, oui. Et j'ai retrouvé, et merci Simon parce que j'ai retrouvé la suite, c'est ce qui est le digesta. Pour vous préciser grosso modo, le digesta c'est le résultat de tout ce qui se passe, c'est-à-dire on mélange, vous allez voir le système là-bas, on mélange dans des cuves qui sont broyées, chauffées et compagnie, on mélange les fumiers, les lisiers et les cultures intermédiaires pour pouvoir produire ce liquide qu'on appelle digesta, à peu près 8 ou 9% de matière sèche, et ce liquide qui devient notre engrais pour pouvoir épandre. Voilà, c'est ça, je voulais juste le repréciser. Merci. Voilà, on insiste un petit peu sur ce côté-là parce qu'on est montré du doigt, comme je disais tout à l'heure, on est montré du doigt par les éleveurs, et on comprend tout à fait un petit peu, parce que voilà, c'est à nous aussi à expliquer. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc, le groupe, je disais tout à l'heure, chaque chose fait, je crois au rang. La seconde phase, c'était de trouver le site. On a pris le milieu, c'est Orin. Voilà. Après, il fallait trouver le terrain où on génère le moins de l'usage possible. Ici, c'est une carrière qui était déjà exploitée, qui n'était plus aucun intérêt ni agricole, ni voilà. Elle était complètement vide. Donc du coup, on a décidé d'acheter ça à la CCHV, le comité de Laurent, du Auvergne, et pour s'installer. Après les échanges avec Rosin pour s'agrandir un petit peu, on s'est arrangé. Donc voilà, c'est important le site parce que on a tout fait pour minimiser les nuisances. Et ce qui est important ici, c'est qu'avec les effluents, on traverse aucun village. Alors, moi j'habite de l'autre côté du village. Bon, je traverse les villages d'Orin. Bon, je le faisais déjà, bon, il râle pas. Et après, on prend la départementale, et on s'est mis un petit peu à l'écart, aussi un petit peu je veux dire, voilà, un petit peu discret par rapport au site. Et, mais bon, même si derrière, bon, on a eu de gros travaux de terrassement et de raccordement, parce qu'il ne suffit pas aussi de brancher le gaz liquide, mais aussi il faut tous les réseaux qu'on en a besoin pour fonctionner. Mais bon, on en a pris compte et c'est un choix qu'on a fait. On a payé un peu plus cher, mais on voulait être tranquille et surtout de ne pas trop gêner les voisins. Malgré ça,
je dirais comme tous les projets agricoles, hein, on a été contesté. On a été, oui, une tentative de pétition quand même, par les riverains, par les premiers voisins, par les riverains, capitaine kilomètres. Bon, la méthanisation, c'est vrai qu'il faut se dire, on ne connaît pas trop, on ne sait pas ce que c'est, on se voit sur internet, c'est les odeurs, c'est le bruit, les nuisances. Et là, dès qu'on en a vu qu'il y avait un petit peu de contestation, on a embauché quelqu'un de la PESA, une personne totalement neutre, c'est une femme, qui a interrogé un petit peu les opposants et les voisins. Et à l'époque, le conseil municipal, enfin, moi j'étais maire à l'époque, donc c'est l'adjointe qui elle a recensé les questions. Important parce que c'était une personne neutre. Moi j'aurais posé les questions, ça n'aurait pas été le même effet, du fait qu'on se connaît trop et puis peut-être pas osé aussi de poser les questions. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est la vision un petit peu et les craintes, de savoir un petit peu les craintes que génère la méthanisation. C'est vachement important. Par rapport aux questions qu'on a recensées, on a répondu particulièrement. C'était déroulé, bon, on était je ne sais pas combien, 50 ou 60 personnes, 80 personnes, je ne sais plus. Et on a répondu à toutes les questions. Il y a eu un débat, et après on les a amenés à visiter la même unité, avec le même constructeur, de voir un petit peu ce qui se faisait, ce qui se fait, ce qu'on allait faire. Voilà. Malgré ça, 2 mois après, la personne de la PESA, elle a voulu débriefer, elle a voulu se dire, hein, continuer sa prestation, c'est un petit peu le reconnaître, mais bon, c'est pas grave. On n'a pas assisté à cette réunion, pour les laisser libres d'échange, hein. À la fin de cette réunion, il y avait toujours les mêmes craintes, les mêmes inquiétudes, le bruit, les odeurs, le trafic. Après, je le trafic, c'est sûr qu'il y a même plus de trafic. Les odeurs, le bruit, je ne sais pas si vous sentez quelque chose ici, si vous entendez quelque chose, on est sur place. On va entendre très vite, voilà. Parce que je viens arriver. Et donc voilà, en posant, voilà, ils ont constitué un comité de suivi, ils voulaient suivre les travaux, ils voulaient suivre un petit peu le projet. Du coup on a accepté, mais malheureusement il y a eu le Covid. Et on leur a dit, bon écoutez, il faut restreindre le nombre de participants aux réunions. Mais du coup, bon, on s'est pas compris, ils ont compris que bon, voilà, et du coup on a fait tout seul le projet, on a continué à monter le projet. Ça c'était au moment du permis construire, il est pas 100% quand même. Et par contre, derrière, la première visite c'était le conseil municipal d'Orient, la seconde c'était eux. Nous on injecte depuis, c'était décembre 2021, le 15 décembre exactement 2021, et on a fait cette visite-là, c'était au mois de janvier. Voilà. L'investissement c'est 4,6 millions d'euros, mais la banque nous a accompagnés à 65% du capital. Il y a des aides. Alors, oui, je vais y venir. Le reste, la différence, c'est la subvention, 18%. Et le reste, c'est des fonds propres. Le capital qu'on a amené, nous, les 10 exploitants. Voilà. Sous forme de capital et sous forme de compte courant. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on soit les 10 associés seuls au capital. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on est les seuls à décider de comment on fait, les matières qu'on va chercher, qu'on va prendre, et surtout après, on se fixe le prix des cives, enfin, il y a un tas de décisions à prendre, et on est les seuls à décider. Il n'y a aucune... Par rapport au fonctionnement, donc on a embauché un salarié, celui qui est passé là, et puis le salarié, bon, il fait que 39, enfin il fait 39 heures, c'est pas beaucoup, c'est pas assez. On va pas couper court. L'unité fonctionne 24 heures sur 24. On ne peut jamais fermer, ça fonctionne 24 heures sur 24. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ce qui se passe. Par rapport à ça, du coup, ce qu'on a fait, c'est 4 associés qui se sont portés volontaires pour assurer les astreintes. Le salarié aussi il a voulu rentrer dans la boucle. Alors, une fois toutes les 5 semaines, à tour de rôle, ils assurent les astreintes. Ça peut être le soir, la nuit, surtout le week-end. Le week-end, il faut alimenter. Et puis après,
il y a toujours un peu de maintenance, il y a quelques alarmes, il y a quelques réglages à venir, à faire, même si souvent ils font par smartphone, par ordi, à distance, ok, mais il faut que quelqu'un soit présent, qu'il soit accessible. Responsable du site. Voilà. Et donc, on fonctionne comme ça. Alors bien sûr, ils ont une semaine, ils sont rémunérés le fait d'être astreinte, et en plus, bien sûr, à chaque intervention, ils sont rémunérés aussi. Ça veut dire que celui qui bosse gagne de l'argent, et celui qui fait rien, c'est son choix. Et voilà. C'est un petit peu, voilà. Et pour le moment, ça fonctionne très bien comme ça. Derrière ça, on reste agriculteur, on est agriculteur. On n'est pas technicien, on n'est pas des chimistes, et on ne va pas le devenir, même si on comprend de plus en plus de choses. Mais on a pris des contrats de maintenance, soit chez l'épurateur Prodeval et Planète, le constructeur, des contrats où on paye tous les mois, certes, on paye un peu cher, mais derrière, il y a quelqu'un qui est accessible, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. S'il y a un souci, s'il y a une question, on appelle, celui qui est à la astreinte, il appelle, s'il y a un souci, on ne va pas s'amuser à faire des réglages comme ça, n'importe quoi. On appelle, le gars nous répond et il nous guide, il les guide. Voilà. Voilà. Et eux, ils ont une vision à distance de notre installation. C'est pareil pour la biologie, parce que derrière, bon, c'est pas tout de mettre dans une cuve chauffée, brassée, de mettre de la matière fermenticide. Il faut qu'il y ait un bon comportement des bactéries, de la biologie, pour le process. Il ne faut pas que ce soit une digestion, il faut que ce soit toujours optimisé. Derrière ça, nous, c'est Planète Service Biologie, on va laisser passer. On fait un échantillon tous les 15 jours et on voit un petit peu l'évolution de la biologie. Et c'est là où ils nous guident un petit peu, s'il y a des corrections à faire, c'est eux qui nous guident là-dessus. Pareil, si on a des intrants nouveaux, on envoie l'échantillon, quand ils ne le connaissent pas, quand ils ne connaissent pas la matière, un échantillon, il faut l'analyse, ils nous disent si on peut l'intégrer dans la ration, et surtout à quelle dose. C'est très important. Voilà, pour toujours optimiser, pour avoir le meilleur rendement de l'unité. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Je propose, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. J'étais peut-être un peu vite. Oui, oui. 15% de la ration classique, et ensuite on va se laisser 5%, je dirais, d'opportunités. Et toujours de matière végétale. Oui, voilà. de matière. On ne va pas prendre de bout de station, on ne va pas prendre de carcasses d'animaux, ils sont très métallogènes. Oui. C'est très métallogène, les pinces, tout ça, déchets laboratoires. On reste dans le domaine agri, et voilà, on se laisse l'opportunité. Il y a des opportunités, mais 95% de la ration, c'est toujours la même. On va pas le chercher sur la présence humaine sur le site. Vous disiez que vous aviez quelqu'un à la journée. Oui. Et puis que vous étiez d'astreinte, donc vous n'êtes pas présent sur le site. Non, c'est fermé. On a toute une unité en place sur une vision, sur le téléphone, et on a des messages d'alerte si jamais il y a un problème. Si pour X raison on doit venir, on est en relation avec l'employé qui a fini sa journée, qui nous dit attention là, peut-être qu'il faudra y aller ce soir, il y a ça, et ensuite on est prévenu par une messagerie d'alerte sur le téléphone, et après on est à 2 à 5 minutes du site pour intervenir, quoi. Vous venez physiquement après, ou vous appelez d'abord le... Non, on vient physiquement. Alors ensuite, il y a, je vais dire, 90 ou 95% du temps, on répare nous-mêmes, dans le sens où soit c'est par le smartphone ou la visio, on a une manip à faire, on a quitte le défaut qui est tout... il y a des trucs des fois, mais très bêtes, ouais, très simple, hein, et ça passe. Soit on fait appel à la hotline parce qu'on a un défaut identifié, on va le voir après comment, qui nous dit comment faire, ou qui lui prend la main sur l'unité informatiquement et résout le problème. Et au dernier des cas, il y a un technicien qui peut intervenir. Mais ça, c'est très rare. Donc il faut intervenir très vite. Il ne faut pas que ça s'arrête. On a une unité, on va voir après, de l'incorporation de la matière jusqu'au gaz qui part, le gaz de ville. Hein. C'est un circuit fermé et qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc si vous l'arrêtez, c'est comme si c'est une vache. On va imaginer la chose, c'est une grosse vache, avec une grosse panse, avec un régime. Et vous lui donnez une ration, mais la vache elle mange tout le temps, et si elle peut pas, si elle est bloquée, elle va être malade.
Donc on a tout intérêt à intervenir très vite et à résoudre le problème. Suivre des formations de base pour connaître l'unité. Et ensuite, la meilleure formation, c'est d'y être régulièrement. D'avoir les petits problèmes que l'on a, d'y mettre le nez dedans, tout en sachant qu'on a une hotline 24 heures sur 24 et on ne va pas s'aventurer, c'est pas notre métier. D'entretien avec un technicien à l'année, vous avez Ah oui, oui. Il y a un contrat de, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. contrat de maintenance. Il y a deux contrats de maintenance, un qui est avec Planète pour le process de la méthanisation en lui-même et un autre pour le process du gaz, puisqu'on va y arriver. L'épuration. Pour l'épuration, parce qu'il y a deux constructeurs et on a un contrat de maintenance avec chaque constructeur. D'accord, donc chaque année il passe pour vérifier un peu. Pas que chaque année, il y a un cahier de maintenance, La formation technique, mais aussi de sécurité. Oui, tout est compris. Et par rapport au gaz, vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce que vous faites en termes de production de gaz? Parce que pour l'instant, vous n'en avez pas parlé. Le gaz, c'est l'essentiel quand même. On produit du gaz, Voilà. on produit des normaux mètres cubes. En fonction de la quantité de matière qu'on met, on est capable de connaître pratiquement à l'avance la quantité de gaz qu'on va produire. Cette quantité de gaz, vous voulez savoir quoi? Des chiffres? Vous voulez du biométhane. C'est du biométhane. Non, l'équivalent de 1000 foyers. On produit. Oui, 1000 foyers. Et donc c'est un biogaz qui est chargé. Alors le biogaz, du biométhane qui est composé de méthane et de gaz carbonique en proportion de 56% de méthane et à peu près 40% de CO2, de gaz carbonique. Et on injecte que le biométhane. Donc ça passe par la machine qui s'appelle l'épurateur. Cet épurateur, par diverses manipulations qu'on vous expliquera tout à l'heure, sépare le méthane qui est injecté après chez GRDF. À l'extérieur du site, il y a un poste de GRDF et qui est envoyé dans le réseau communal et pour alimenter l'équivalent de 1000 foyers. Et sachant qu'au niveau comme on l'a dit tout à l'heure, du réseau, notre réseau maintenant, grâce à un maillage, s'étend jusqu'à Oloron. Il va à peu près de Navarinx à Oloron. Sur le réseau GRDF. Oui, c'est le même réseau. Là, c'est GRDF qui gère ça. Ouais, c'est GRDF. Tout ce qui est distribution de réseau de gaz naturel, c'est GRDF. Nous, on injecte dans le réseau. Bien sûr. Mais il est dilué avec l'autre. Voilà, dilué avec l'autre. Juste une précision par rapport à ça, c'est que nous, on a fait 600 mètres de raccordement pour relier au réseau de Josbé ici. Mais sauf que le réseau, il s'arrête à Auren, au fond du village. Et là, on produisait trop, notamment l'été, parce qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de consommation pour le chauffage. On produisait trop et il y avait deux solutions. Soit nous, on ralentissait un petit peu notre production pour qu'il y ait cette fameuse dilution pour qu'il soit. Voilà. Ou alors, la seconde solution, c'est ce qu'on a fait, ce que GRDF a fait. On a fait un maillage entre le réseau de Josbé et celui de Laurent. 3 km, 2 km 700 exactement. C'est un maillage. Donc voilà, aujourd'hui, mais tout ça c'est réglementé. Nous, on a un arrêté préfectoral qui nous permet de produire, c'est l'unité de mesure du gaz, c'est le normaux mètre cube. Nous, on a 96 normaux à l'heure d'autorisation à produire, sauf que sur la réservation du réseau, on est à 115 de réservation sur le réseau GRDF. Si demain on veut produire un peu plus, il faut augmenter l'autorisation préfectorale, mais aussi il faudra aussi augmenter notre réservation sur le réseau. Une réservation, ça veut dire que nous, on a cette réservation pour nous, et il faut laisser la place, il considère qu'il faut laisser la place pour de futurs projets. Voilà. Et vous le vendez ce gaz finalement? On le vend. Oui, c'est ça, bien sûr. Le gaz, alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais bon, je l'ai fait peut-être un peu trop vite, le gaz nous permet à payer le salarié, le matériel et tous les frais de fonctionnement. Derrière nous, bien sûr, si c'est des dividendes, on n'est pas fou, on va les prendre, mais bon, mais ce n'est pas notre but. Nous, le but, c'est de rester au projet agricole, c'est de valoriser, rémunérer bien correctement les cives, qu'il y ait un complément de revenus par rapport aux cives, et surtout faire l'épandage gratuit aussi de digestat. Voilà. Non, puis sur le fond, c'est la valorisation de ces produits. Exactement. C'est ça. Voilà. On ne cherche pas, et c'est pour ça qu'on ne voulait pas d'autres structures dans le capital, pour justement qui ne nous poussent pas à dégager des dividendes. Oui, parce que les investisseurs, il ne faut pas le social. Hein. Inévitable. Ils veulent le récupérer au plus vite. Bien sûr. Et du coup, voilà. Deux choses. L'amortissement ou la durée des emprunts, c'est la même chose que la durée du contrat, du prix de rachat. C'est 15 ans. Voilà. Tout est calé sur 15 ans. Il faut bien comprendre une chose, on est tous paysans, on travaille tous pour nous.
Et on n'a aucun intérêt ni de dérégler la machine, ni de produire un produit qui ne soit pas bon pour nous. Ouais, ouais. Voilà. polluer la terre avec le Bah oui. Ni Le de digestat polluer, ne pollue pas. ni la terre, ni le reste. Et le digestat ne pollue pas. Le digestat nous fait faire une économie de 30 à 40% d'intrants chimiques, d'engrais chimiques sur nos exploitations. Alors je ne veux pas entendre que le digestat pollue. Et, pardon, c'est quoi votre production de base en tant qu'agriculteur? La production de base. Oui, vous êtes éleveur, vous êtes céréalier, vous êtes céréalier, éleveur. Il y a du porc, nous on est un bovin. Il y a du porc, du canard. Voilà. Et même un peu de brebis. Et pourquoi vous avez choisi le gaz plutôt que l'électricité? Alors, c'est la rentabilité. Il y a une meilleure rentabilité que la... Et au niveau du travail, et de l'adaptation quantitative, c'est plus facile de produire du gaz. Le moteur pour la cogénération est quand même très limité, tandis que le gaz nous permet de fluctuer plus et de mieux utiliser nos productions de gaz dans notre méthaniseur. Après, on parle du projet, mais comment est née l'idée du projet, le groupe, comment vous avez constitué? C'est sa faute, c'est lui, c'est lui. Tu ne veux pas être loin de toi. Le groupe, comme j'ai dit, parce qu'on reçoit pas mal de porteurs de projet, futurs porteurs de projet, le groupe c'est le plus difficile à faire. Nous on a la chance, on a un très bon groupe. Alors, on était parti sous couvert de la Cuba de Josvé. Alors Josvé ça va de Bédorien à Fréchac. Et j'avais convié à l'époque tous les éleveurs. Parce que moi, l'idée première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de créer quelque chose pour les effluents. Tous les éleveurs, quels qu'ils soient, qu'ils aient 10 vaches ou qu'ils aient 15 brebis, tous les éleveurs. Pour oublier personne. Et là, on a constitué un groupe on était 7. Oui, 7, ouais. 7. Et puis, les gars, le temps passe, j'avais mon âge, sauf que moi, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'avais mon fils qui était repris. Du coup, j'ai continué, mais les autres ont arrêté. On s'est retrouvés qu'à 4 ans. Et là, on s'est dit à 4 ans, pour assurer, pour être autonome toujours au niveau du gisement, des apports de la matière, on s'est dit on n'est pas assez. Josbach c'est terminé, on a fait le tour, on s'est projeté, on s'est orienté, bon, Christophe est arrivé vite après, mais sur Laurent. Il faut dire que... Et là, excuse-moi, je termine, et là on a été chercher des gens qui avaient envie d'investir un petit peu C'est surtout qu'on a pris aussi le fait qu'en étudiant, on était un peu tombé sur ce site qui était à l'abandon. Oui, c'était après, mais l'avantage c'est que les autres exploitations aussi étaient dans le périmètre, donc ceux qui étaient intéressés pour venir. Mais tout s'est bien déroulé parce qu'en fait on restait dans le périmètre. Vous pouvez produire du gaz à partir de quelle date? Est-ce qu'il faut la matière entrante, elle est tout de suite utilisable? Oui. Ou est-ce qu'il faut attendre? Comment ça se passe au début? Au début, il y a un temps de, une montée en puissance. On a commencé donc à remplir nos cuves. On va voir le process après. Ah oui. Au mois d'octobre, on a commencé à remplir et on a injecté 2 mois plus tard. Donc il a fallu 2 mois pour que les cuves se remplissent, qu'elles chauffent, que la matière chauffe, qu'elle soit brassée et que le gaz soit assimilable. Parce que le temps que vous mettez la matière, le temps que les bactéries, tout ça travaille pour produire la bonne quantité de CH4, de biogaz, c'est d'abord du biogaz, il y a une montée en charge d'environ 2 mois. Et dès lors que c'est parti, ensuite c'est un circuit sans fin où la nouvelle matière entrante va faire son travail. Celle qui est là depuis déjà un petit bout de temps, elle va partir dans le digestat parce qu'elle est dépourvue de gaz. Et le process fait que ce système, ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Vous avez dû apporter les bactéries au début pour faire le déclenchement? On a été chercher le digestat déjà. Voilà. Alors, on a travaillé avec du digestat chez les voisins de Métalayou. On a une unité de méthanisation à Foussade là. C'est celle-là, ici. Voilà, après chaque. Voilà. Donc on a démarré avec du digestat. C'est une chance parce que si vous voulez, il y a déjà un digestat chaud. Parce qu'aujourd'hui, nous on monte à 39-40 degrés là, dans les fermenteurs, dans les cuves. Sachant qu'on avait une chaudière pour démarrer et la matière, elle prenait un demi degré jour à peu près. Donc déjà quand vous amenez, on va dire,
30 ou 40% de la quantité avec du digestat déjà chaud, ben vous gagnez un temps de séjour énorme. Et vous avez déjà des bactéries qui sont là, et qui vont travailler, et qui vont... Justement, s'il n'y a pas ça, il va falloir quoi? Plus de mois? Plus de temps, exactement. Facilement un mois de voilà. Au moins. Voilà. Plan d'épandage, qu'est-ce qu'il y a dedans et pourquoi ce nombre d'hectares? Est-ce que ça pouvait être moins, ça pouvait être plus? Comment ça se définit? Déjà, nous, en tant qu'éleveurs, on avait tous un plan d'épandage. Le plan d'épandage, c'est tout ce que, là où on peut épandre, il faut faire ça à distance des cours d'eau, à distance des habitations, tout ça. On l'avait tous. Donc, on a fait un plan d'épandage global. Il y avait le Christophe qui n'avait pas parce qu'il n'est pas éleveur. Mais ça fait rien, on a intégré son exploitation. Et donc, du coup, on a le plan d'épandage, là où on peut épandre, en considérant, en tenant compte des cours d'eau, bien sûr, d'un plan d'épandage. Donc, on a mis on a mutualisé nos surfaces, des 8 exploitations, en déduisant forcément toutes les zones qui n'étaient pas épandables. Et ça a fait notre plan d'épandage. Et là c'est le qui fait la cible. Voilà. Par contre, celui qui fait la cible, il se paye le semis, voilà, il se paye la semence, on lui met le digestat et il se paye l'entrepreneur pour l'ensilage. Nos 120 €, c'est sur le point là. Voilà, aujourd'hui, on est en moyenne à 5 tonnes et demie de matière sèche à l'hectare, sachant qu'une cive, avec la rémunération, il faut faire 3 tonnes et demie, 4 tonnes je dirais, à l'hectare de matière sèche pour couvrir les frais, avec ce qu'on rémunère. Au-delà, c'est du surplus. Mais ça veut dire pourquoi ce surplus aussi? Parce que notre cive, il a fallu qu'on modifie toute notre façon de travailler. C'est-à-dire aujourd'hui, dans nos cultures où il n'y a pas de cive, de manière générale, il fait beau, on laboure, on va préparer nos sols, on va étaler le travail dans le temps, et fin avril, on va semer nos maïs et nos soja. Nos cives, il faut savoir qu'elles vont être récoltées fin avril, début mai. Ça veut dire que sur ces terres-là, tout ce qu'on aurait pu faire en travail étalé tout le mois d'avril, là il va falloir mettre du digestat dessus, il va falloir labourer, préparer, semer. Voilà. Donc ça veut dire aussi que peut-être on va semer un peu plus tard des maïs un peu plus précoces, avec on ne peut pas tout avoir, avec un petit peu moins de potentiel. Donc à nous de travailler ça, de semer peut-être des sojas, peut-être de semer des maïs qui arriveront à maturité au bon moment. Et donc voilà, des variétés plus précoces. Et c'est la météo qui fait le reste. Ouais. C'est la météo. Donc après, avant on pensait culture. Une culture, on sème le plus tôt possible, avec le meilleur indice possible qui donnera le meilleur rendement possible. Sauf qu'aujourd'hui, on a une cive à mettre, un maïs ou un soja à implanter et à récolter. On va penser sur 2 ans presque, voire 3 ans. On va anticiper de 3 ans notre rotation, notre façon de travailler, nos intrants, nos nouvelles indices de précocité de maïs, mais sachant qu'on ne pourra pas être au top. Il faudra qu'on soit au top sur 3 ans. Avant on pensait 1 an avec une culture, maintenant on va faire un global. Mettre un couvert partout. Entre le système racinaire et ce qu'on laisse, il y a 1 tonne et demie qui revient au sol. Ce qu'un sol nu n'a pas. Plus du digestat avec de la matière organique et des éléments fertilisants type fumier lisier. Donc nos sols, si on y revient 10 ans à la suite, tous les ans en faisant double culture, c'est sûr, ils ne seront pas bien. Mais en faisant une rotation intelligente là-dessus, avec ce qu'on apporte et ce qu'on restitue, on doit avoir des sols en meilleure forme, de meilleure qualité qu'en monoculture, en laissant le sol nu libre. Érosion, piège nitrate, restitution du carbone, alors on parle de ça aujourd'hui aussi. Et donc, si vous voulez, on va les faire. Donc, ce qu'on va faire, on va faire comme la matière, je vais vous... du départ à la fin, du départ jusqu'au gaz. Donc ici, bombe bascule, vous avez compris le pourquoi. Là, on va avoir tout un tas de stockage avec nos silos. Nos cives de maïs ici. Donc on a à peu près 2500 m² de stockage. Donc en cube x3. On monte sur... largement. Oui. Oui, bon, après il y a les bordures. Donc ici vous voyez tous les jus de silo, les jus sales sont récupérés dans une fosse et sont rebalancés dans les fosses à lisier. Ça c'est les déchets de maïs doux. L'usine Cérétram là qui fait le maïs doux, il reste des spots, il reste tout ce qui n'est pas grain. Et donc ensuite ça on n'a plus. On avait ça dans le. J'allais vous le dire. On avait ça dans le business plan, donc déchets de maïs doux qui représentaient 2 à 3 000 tonnes.
Et il y a l'usine de Mourenx, de Total, qui s'est accaparé toute la partie déchets de maïs doux. Donc ça, on n'a plus. C'est pour ça qu'on a augmenté un petit peu nos cives d'hiver, notamment. Vous avez ici seigle et triticale. Voilà, pourquoi on fait visiter aussi, hors agri, les odeurs. Parce que quand on est agri, on arrive de l'ensilage, du fumier, on dit non, ça pue pas. Donc l'intérêt qu'on a, nous, c'est de voir si une unité avec 12 000 tonnes de merde, entre guillemets, autour de vous, comment le ressenti que vous avez par rapport à ça. Voilà. L'air de lavage et l'air de remplissage. Donc notre cuve qui arrive là, dans sa logistique, logiquement, elle récupère le digestat qu'on va voir après, c'est-à-dire le résidu dégazé de matière dans sa cuve, elle va les pendre dans les champs, et donc là, quand elle va à Oloron par exemple, au retour, elle prend du lisier chez les éleveurs, elle vient ici dans ses cônes, elle balance le lisier qui part dans les fosses derrière. La cuve, tout son travail, tracteur cuve, elle fait tout ici. Pourquoi? Alors commode, parce qu'il y a la place, et ensuite, si jamais il y a des débordements ou quoi que ce soit, récupération sur l'air de lavage des jus sales. Comme les jus de silo. Tous les jus de silo, jus sales, c'est récupéré et ça part dans la fosse à lisier. Voilà. Donc tout est ici, fumière recouverte, où on amène régulièrement du fumier. Alors je vous disais que c'était une révolution dans les exploitations, mais chez les éleveurs aussi, parce qu'avant, demain il pleut, je vide la fumière. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tous les lundis, nous l'intérêt c'est avoir du fumier frais, avec l'intérêt de stocker du fumier qui balance son méthane en France, on couvre, on met un toit sur le fumier et on laisse les zones. Donc il y a un planning de curage des fumières chez les 7 éleveurs. Donc tous les lundis matins, on fait une petite réunion ici, on fait le point sur la semaine à venir, stock de fumier, qui en a, qui en a pas. Et donc à tour de rôle, il y a ce fumier qui est curé chez les éleveurs. Il y a un planning qui est fait. Ce qui avant, on se moquait du voisin, on faisait le job. On n'a aucun intérêt à ce que les 7 éleveurs nous amènent à nous remplir la fumière en même temps. Voilà. Donc c'est un planning qui est réalisé là-dessus. Donc ensuite, ici, on a la bouche de la vache. Donc on vous a dit qu'on faisait on incorporait 30 tonnes au jour. Donc à l'aide du Manitou, on met dans la trémie les besoins journaliers. Mais attention, les besoins journaliers, on a donc l'unité planète qui nous dit voilà en fonction de ce que vous avez. Aujourd'hui, c'est par exemple 6 tonnes de maïs, 7 tonnes d'herbe, 6 tonnes de maïs en silage, enfin de déchets de maïs doux, 11 tonnes de fumier. Et il y a une façon de les mettre, parce que si vous voulez, vous remplissez votre trémie, il y a un fond mouvant, et au bout, il y a des hérissons qui raclent toute la matière qui part dans un broyeur. Sauf que, comme un épandeur à fumier, sauf que si vous mettez tout le fumier là-bas, tout le maïs au fond, pendant un jour, pareil, il n'y aura que du fumier. Donc ce qu'on fait, on fait un millefeuille avec toutes les matières. On superpose toutes les matières. Comme ça, à chaque grattage, il y a de tout qui tombe. Et il y a tout qui part à la fois dans le broyeur qui est derrière. Donc on remplit ça, ça a une autonomie de 48 heures. On remplit, il y a une programmation, toutes les heures elle se met en route. Et en fonction de la demande, donc 30 tonnes jour, ça fait 1 tonne de 100 et quelques horaires qui démarre. Donc c'est tout sur ordi, tout ça, ça démarre, il y a un peson là-bas. Et au moment, à l'heure pleine, je ne sais pas quelle heure il est, mais ça va démarrer dans 20 minutes. Et ça met à peu près un quart d'heure pour gratter sa tonne de sang qui va partir après derrière. Là c'est le départ, on remplit, c'est le travail que fait journalièrement l'employé. Et nous d'astreinte on le fait le week-end quand l'employé n'est pas là. Et quand il a des épandages, il se met 48 heures d'autonomie, comme ça, voilà. S'il vous plaît. Oui. Pour obtenir de l'ensilage sec, la matière sèche à côté, combien de temps ça a pris? Parce que bon, il a fallu apporter au niveau des végétaux. Les végétaux, alors nous on l'ensile, on tasse, voilà. On les couvre. Et ça fait combien de temps avant que vous puissiez les introduire comme vous voulez? Pour bien faire, ils disent minimum 3 semaines. Mais si on est vraiment, je veux dire, limite sur le stock. Mais autrement, à partir de 3 semaines, on peut les incorporer. Mais plus
il reste bâché, plus... parce que là, c'est pas bâché. Parce que... Ah, mais là, tout est bâché, c'est juste le front qui n'est pas bâché, quoi. Après, tout est bâché, on met des petits boudins de sable dessus pour que ça soit en aérobie, qu'il n'y ait pas d'air qui passe et que ça ne pourrisse pas. D'accord. Exactement. Parce que c'est toujours pareil, on disait, et je persiste et signe que c'est une vache, et si vous lui mettez, elle a ses 12 ou 11 tonnes de fumier, et si dans l'ensilage, dans les 7 tonnes, il y a 1 tonne de fumier parce qu'il est pourri, on n'a aucun intérêt à mettre de l'ensilage qu'on paye c'est de l'ensilage qu'on veut, parce qu'il a une valeur méthanogène que n'a pas le fumier. Donc on a tout intérêt à mener à bien notre culture et à, tant qu'à ensiler, tant qu'à bâcher, à bien faire les choses. On ne peut pas faire ça comme ça. On continue le circuit. Donc vous voyez le peson, 34 tonnes 440. Là il y en a jusqu'à demain après-midi. S'il veut, il remplit que demain après-midi. Ah oui, que votre estomac, votre taille se travaille bien, mais il faut marcher. Donc ici, on a une chose à faire de la matière est grattée, et dans un broyeur qui affine le plus possible cette matière, fumière, silage, et ensuite tout ça, il faut broyer, parce que comme votre tonne, une tonne de sable à horaire, là-dedans, on va dans les fermenteurs que vous avez là derrière. Deux fermenteurs, c'est des très grosses cubes vertes que vous voyez là. Donc, une heure ça part dans l'heure, une heure d'après ça part dans l'heure. On remplit les deux à heure décalée. Et ici, vous avez le digestat, c'est chaud. C'est-à-dire le digestat, ça vient du stockage et ça vient humidifier notre matière, parce que là, tout ça c'est très sec. Et l'intérieur des cuves, on doit travailler autour de 9% de matière sèche. Donc ces 9% sont humidifiés avec du digestat ou les lisiers. Le lisier en soi, il n'a pas une valeur méthanogène énorme, mais il a une valeur agronomique. Et plutôt que de mettre de l'eau, pour humidifier, autant mettre du lisier. Alors il y a une partie qui se fait là, et après on peut l'envoyer dans les cuves directement. Voilà, ici il y a une préparation de la matière, donc une partie de la cuve là. Et ensuite on peut envoyer des fausses lisiers que vous avez derrière vers les deux fermenteurs. Donc ça c'est un évent. Et ça arrive ici, c'est une pompe qui envoie. On demande tant de cubes à chaque session et ça envoie automatiquement là-dedans. La matière est préparée et part déjà liquéfiée, ça le digesteur. Le digesteur, c'est le fermenteur. C'est ce que vous avez derrière, voilà. C'est le fermenteur. Il n'y a pas un digesteur et un post-digesteur? Alors là, on a les deux. Alors il y a deux façons de travailler. Comment vous travaillez? Alors, le digesteur, une fois que la matière part là-dedans, elle est chauffée à 39 degrés. Donc des tubes de béton avec des serpentins comme un plancher chauffant à l'intérieur du béton qui vont chauffer votre cube. Et elle est brassée. Non, chauffée. Il faut qu'on arrive pour que les bactéries travaillent. Il nous faut un optimum entre 38 et 40 degrés. C'est l'optimum. En dessous, vos bactéries elles meurent, ça fait une acidose et ça détraque tout. Au-delà aussi, c'est la fièvre, ça va pas. Donc nous, on maintient des températures constantes grâce à une chaudière où une partie du biogaz, je parle, pas biométhane, biogaz, part dans la chaudière pour l'alimenter. Voilà. Ah oui. Donc là-dedans, votre matière, alors l'hiver, il faut plus chauffer que l'autre, que l'été. Donc là-dedans, ça travaille, et le gaz, automatiquement, il monte. Et le dôme que vous avez là, c'est le ciel gazeux. C'est notre stock de gaz. Voilà. Alors, il y a un petit peu de pression, Donc, soit on peut travailler en digesteur, post-digesteur, c'est-à-dire le digesteur va enlever 70% du gaz, et la méthode digesteur qui finit le travail. C'est possible. Nous, on travaille voilà, c'est pour ça que vous en pareil dans les deux. On a deux digesteurs. C'est un choix, ça change absolument rien. L'avantage que ça a d'avoir les deux, c'est qu'on aura tôt ou tard de la maintenance à faire. Ça permet d'arrêter le digesteur, de nettoyer et de toujours travailler avec. Il y a ce choix-là. C'est notre ciel gazeux. C'est lui, on
doit le remplir, mais on ne doit pas le remplir à fond. Pourquoi? Parce que si on a un problème, c'est notre seul stockage. Donc nous, avec grosso modo 50% de remplissage du ciel gazeux, on fait tourner on a les normaux mètres cubes désirés. Si jamais on a un problème avec GRDF ou avec l'épuration, la clim elle tourne toujours, ça chauffe toujours, ça produit toujours du gaz et ça stocke. On a à peu près 12 à 14 heures de stockage. Si jamais c'est plein, le premier mois, donc, quand on monte en charge, on n'utilise pas le gaz parce qu'il est pas encore il est impropre à la consommation, il n'y a pas assez de. C'est pas régulé en molécules. Et ensuite, donc, le ciel il se remplit quand même, le ciel gazeux, donc on torche. Ouais. Et après, ça torche ici, il y avait. Si jamais on a. Il y en avait trop. Non, s'il y en a trop. Si le ciel gazeux est plein, notre stockage, c'est pour ça on n'a aucun intérêt à le remplir. On laisse de la place, une marge au cas où il y aurait un problème. Jusque-là, elle n'a pas marché. Ouais, elle peut tourner aussi quand l'analyseur de gaz, quand il est pas bon, il refait un tour. Il y a un recyclage. Il y a un recyclage, mais qu'une fois. La seconde fois, il est torché. Il ne refait pas de tour. D'accord. Voilà. Mais pour le moment, faire toucher du bois, on mange cru. Elle tourne pas. Ça a marché au début. Donc ici, vous voyez tout ça. Alors tout ça, c'est des capteurs. Là-bas, le tuyau bleu, c'est des analyses. Dans notre digesta, là, une fois qu'il est là-dedans, on a mis ce qu'il fallait, ce qu'on nous a dit de mettre. Sauf que ça travaille à l'intérieur. Donc tous les 15 jours, Pierre, il vient avec ses petites fioles. Il prend 2 fioles de digesta et il envoie à la biologie à côté de Rennes. Et eux, ils nous donnent toutes les valeurs nécessaires de notre digesta à l'intérieur des digesteurs, et de taux de matière organique, taux de matière sèche, tout ce qu'on a besoin de savoir. Et ils nous disent, oui c'est bon, continuez comme ça, non c'est pas bon, corrigez. Voilà, tout est analysé tous les 15 jours. Comment vous triez le digesta, le nouveau, avec l'ancien? Alors, le gaz, par chauffage et en le remuant, automatiquement, la matière gaz avec du gaz, elle est vers le haut. Elle va toujours vers le haut. Celle qui est... Et celle qui est en bas, elle est dépourvue de gaz. C'est un système. C'est la nouvelle? Non, c'est l'ancienne, c'est celle qui est dépourvue de gaz. En bas? En bas. Le gaz, ça va toujours vers le haut. Oui, quand il est brassé, tout ça. Et la matière... Le digesta, se sépare. Oui, ça se sépare. Le digesta, il reste digesta. C'est tout du digesta, oui, ça. Oui. Mais il y en a un qui est gazé, l'autre pas gazé. Et le non gazé, il est plutôt sur le bas et il est pompé tous les jours. Parce que quand on rentre 30 tonnes de matière, il faut qu'il y en ait 30 qui sortent. Et donc automatiquement, ça se fait de façon automatique. Il y a un tuyau au fond qui est placé de telle façon à ce que ça soit le digesta dépourvu de gaz qui sorte de là et qui aille dans le stockage. Voilà. Et quand on a un problème sur notre portable, il nous donne le numéro. Et donc nous, bien sûr, on ne sait pas où aller parce qu'on ne les connaît pas tous par cœur. Sauf que le gars, quand on l'appelle, il me dit c'est tel numéro, c'est tel endroit. Bon, pareil, il va dire t'es ici, tu ouvres, tu refermes, et ça marche. Une fois que notre gaz, là, dans le ciel gazeux, part à l'épurateur, on a du biogaz. Dans le biogaz, on a des molécules de méthane, CH4, on a des molécules d'eau, on a du CO2, on a de l'H2S, le soufre, vecteur d'odeur des lisiers fumiers, on a de l'azote, on a 7 ou 8 molécules. Quand ça sort en biogaz, on a à peu près 56 à 57% de CH4 de méthane. À la sortie de cet épurateur, pour que le gaz soit assimilé par le réseau, il faut qu'il soit à minima à 96,5% de méthane, de CH4. Donc toutes les autres molécules là, qui étaient là, il faut les éliminer. Donc on commence par l'eau. Les boîtes là que vous voyez, c'est des refroidisseurs. Je vous ai dit qu'elle était chauffée à 39 degrés la matière. Là elle redescend à 5 degrés. Condensation, gouttelette d'eau, piège de l'eau. Ensuite les 2 cuves grises, filtre à charbon. Donc là-dedans, ça capte un petit peu de CO2, ça capte tout le soufre, tout l'H2S dans ces filtres à charbon. Ces filtres à charbon, c'est des granules de charbon que l'on change une fois tous les 6 mois, quand ils arrivent à saturation. Ce qui est important, pourquoi c'est important, c'est que derrière, vu que le soufre, vecteur d'odeur, est là, il ne sera pas dans le digesta qui est pendu après dans les champs. Dans le digesta, vous avez un petit peu d'ammoniac,
cette odeur ammoniacale parce qu'il y a de l'azote, mais l'odeur du fumier du lisier qui pue, elle est quasi inexistante. Et ensuite à l'intérieur du conteneur, il y a des membranes qui finissent, parce que là-dedans, il reste un petit peu d'azote, du CO2 et du méthane. Donc il faut vous dire, c'est des spaghettis, des membranes avec ces tailles molécules, hein, je répète, je ne les ai pas vues. Hein. C'est des spaghettis de la taille de la molécule du CH4, qui est plus grosse que celle du CO2. Et sur les côtés de ces spaghettis, il y a des trous plus petits de la taille des molécules CO2. Par effet de pression, ça passe là-dedans, le CO2 part sur les côtés, le CH4 il finit au bout. Donc CO2, on a dit, le reste de CO2, celui qui n'est pas fini, pas totalement piégé par l'effet de charbon, il finit en évent. Et là, par notre biométhane, donc le biogaz qui est devenu biométhane, 96,5% de CH4 minimum et qui est validé par GRDF pour rentrer dans le réseau. Si jamais au poste GRDF, le compteur GRDF dit non, il y a moins de 96,5, la vente se ferme, ça repart en circulation, ça réélimine les indésirables et ça repart dans le réseau. Le poste GRDF qui est là-bas, il est odorisé parce qu'ici le gaz est inodore. Quand vous allez en haut là, bon, ici on est à l'air libre, on n'est pas poursuivi, mais en haut, bon, voilà, on est avec des détecteurs parce que si jamais il y a une fuite, c'est les détecteurs qui sonnent. Dans GRDF, ils odorisent le gaz. Cette odeur que vous avez de gaz, c'est un produit qui est balancé par GRDF, un odorisant qui est balancé par GRDF. De la sédimentation qui se fait dans ces cuves. Donc on a un tuyau vert là, avec un tuyau à l'intérieur de la cuve qui est fait en diamant. Il y a un tuyau qui part au centre et tous les mois, avec la tonalisée, on aspire cette sédimentation là, cette partie un peu plus solide, dure, qui est indésirable. Ensuite, logiquement, tous les 7 à 8 ans, il se fait quand même de la sédimentation. Donc il y a une prestation qui est proposée par Planète ou autre. Ils arrêtent, on vide un fermenteur, on le vide de tout, de sa matière, du gaz. Ils l'ouvrent, on plonge avec une grue un petit... et cure tout. Alors derrière, la cuve que vous voyez derrière, avec le petit chapiteau, c'est le stockage. C'est là où le digestat liquide part une fois qu'il est dépourvu du gaz. Ici, il va être plus concentré, un purée en azote. Par exemple, on va mettre un peu plus de cubage en digestat pour rattraper. On va mettre peut-être un cube et demi de digestat pour un cube de lisier, pour avoir l'équivalence. On fait une équivalence en azote et une équivalence en matière organique. Après, ça nous apporte du phosphore, de la potasse. C'est des pH, parce qu'on a des sols acides ici. C'est des pH qui sont autour de 7,5-8. Donc on apporte un produit qui nous acidifie pas les sols. Voilà.